Le propre du chef d'orchestre, c'est qu'il ne sait jouer d'aucun instrument, mais il fait en sorte que tous les instruments, à la fin, constituent une symphonie harmonieuse. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast de Rubriken Historbraise, Enquête du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et de ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Dorian Amar et avec Axel Gerin, nous allons vous emmener dans cette série de podcasts dédiés aux maisons d'édition, notamment à celles qui publient des ouvrages en faveur de la culture bretonne. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux presses universitaires de Rennes, qu'on appelle les PUR, qui ont pour objectif de rendre accessible la recherche dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Nous avons l'honneur de recevoir Pierre-Henri Frangne, directeur de cette maison d'édition. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Pour commencer, une première question pour vous permettre de vous présenter de manière assez générale. Quand est-ce qu'est née votre maison d'édition et dans quel contexte avez-vous vu le jour ? Alors, les PUR sont nés en 1984, à partir de la volonté des historiens de l'université Rennes de Haute-Bretagne, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, de prendre en main l'édition scientifique de leurs ouvrages. Donc c'est à partir du travail des historiens de l'université Rennes 2 que s'est créée la maison d'édition de manière professionnelle à partir d'un comité éditorial qui évalue, qui expertise les manuscrits et qui n'est pas là pour faire de l'auto-édition ou de l'édition des copains, avec une rigueur éditoriale et intellectuelle. Et puis la maison d'édition a grossi, plusieurs universités sont venues créer sorte de consortium d'universités, les universités de Bretagne, les universités des Pays de la Loire, donc on sera 13 universités. C'est ce qui fait que les PUR sont le premier éditeur universitaire public de France. Nous publions 220 livres par an et pour un fonds depuis 40 ans d'existence de 6500 ouvrages. Et évidemment, en Bretagne, on est le premier éditeur. Toutes les éditions bretonnes publient 700 livres par an. Et nous, on en publie 220. Merci pour votre réponse. Une nouvelle question, quelle valeur voulez-vous porter et comment faites-vous pour y correspondre ? Alors, une maison d'édition universitaire, scientifique donc, publie des travaux scientifiques qui se soumettent à l'exigence de vérité. Non seulement à l'exigence de vérité, mais à l'exigence de vérification de la vérité, vérification de la preuve, vérification des données, des documents, etc. C'est la raison pour laquelle le moment le plus important d'une maison d'édition comme les PUR, c'est l'expertise par le comité éditorial qui utilise des experts de toute la France pour vérifier l'originalité et la qualité des ouvrages que les PUR publient. Donc, les valeurs, elles vont de soi, l'exigence de vérité, la valeur de l'intégrité scientifique, la valeur de l'honnêteté, et puis une autre valeur qui est la valeur de la transmission, de l'instruction du plus grand nombre, des spécialistes, mais au-delà des spécialistes, publier des ouvrages qui sont lisibles par des lecteurs sans doute cultivés, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes des questions dont traite chacun des ouvrages. Donc la valeur de la transmission, la valeur de la pédagogie, de l'instruction, et à la fin la valeur de la liberté, parce que publie une maison d'édition scientifique comme la nôtre, des instruments d'intelligence du monde, et donc des instruments qui permettent aux citoyens de comprendre le monde et d'y agir librement, le plus librement qu'il peut en tout cas. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus au fonctionnement de votre maison d'édition. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quel métier vous travaillez ? La maison d'édition compte une vingtaine de membres, une vingtaine de personnels, répartis en 2 sites. Ici, vous êtes à la MSHB, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Il y a 15 personnes qui travaillent, et puis il y a 5 personnes à la Harpe qui travaillent au pôle commercial, qui s'occupent des ventes, du commerce, de la commercialisation, de la diffusion et du stock. Parce qu'une maison d'édition universitaire, ça vend des livres. La maison fonctionne en 5 pôles. Le pôle éditorial, à la tête duquel je suis, qui comporte 3 personnes, moi, et puis une assistante de direction et une assistante éditoriale.
Nous recevons les manuscrits, nous les faisons expertiser par le comité éditorial, les manuscrits reviennent et après il y a un ensemble d'échanges avec les auteurs pour obtenir le manuscrit le plus propre et à même de rentrer en programmation et en production. Premier pôle. Un pôle administratif et financier. C'est une entreprise qui vend, qui achète, qui signe des contrats d'auteur, qui signe des contrats de traduction, de cession de droit, etc. Donc là, il y a 3 personnes qui s'occupent de l'administration et du budget des Purs. Un pôle production numérique et revue. Les Purs publient non seulement 220 livres, mais entretiennent 13 revues. Toutes les revues sont papier et numérique, donc ce qui suppose un mode de travail un peu différent du mode de travail qui consiste à produire des ouvrages papier. Et puis, depuis quelques années, les Purs sont devenus un gros éditeur numérique, de livres numériques. La plupart de nos nouveautés sont publiées en papier et numérique. Et sur 6500 ouvrages du fond, les Purs diffusent 2500 ouvrages numériques. Le pôle production papier, qui comporte 5 ou 6 personnes. La mise en page est externalisée. Ici, les 5 ou 6 personnes sont des coordonnateurs de metteurs en page qui ont sous leur égide des metteurs en page extérieurs qui travaillent pour nous. Et puis, il y a un pôle commercial qui se trouve à l'ARP. Il y a 4 personnes. Les ventes par le site internet, par la boutique sur le site internet, la diffusion, la commercialisation, la gestion des stocks, la relation aux distributeurs et la relation aux diffuseurs. Je vous rappelle qu'une maison d'édition repose sur une chaîne. Ça commence par l'auteur, le manuscrit passe chez l'éditeur fabrique le livre, l'expertise, le fabrique, etc. Puis l'ouvrage, il est imprimé, donc il y a des imprimeurs autour de nous, même si l'imprimeur principal, c'est l'Université Rennes 2 qui a un service d'imprimerie. Nous avons la chance d'avoir une sorte d'imprimeur presque intégré au Pur. Et puis il y a un diffuseur. Alors le diffuseur, c'est celui qui place, grâce à des représentants, tous les livres des Purs dans toutes les librairies françaises et francophones. Et puis il y a un distributeur. Le distributeur, c'est la Sodis. C'est le distributeur de Gallimard, qui appartient à l'entreprise Gallimard et qui s'occupe du transport des ouvrages chez nous, des imprimeurs, de leur propre entrepôt jusque chez les libraires. Et puis, le dernier maillon de la chaîne, c'est le libraire et les lecteurs qui vont acheter des ouvrages dans les librairies. Donc, vous voyez bien, c'est une industrie relativement compliquée qui met en relation un nombre très très vaste de partenaires. Si j'ajoute à cela les 12 universités, les 30 membres du comité éditorial, les milliers d'experts auxquels nous demandons d'expertiser nos manuscrits, qui sont les spécialistes de l'objet du manuscrit. Si vous ajoutez à cela 110 à 120 directeurs de collection, puisque nous avons 60 collections, vous voyez bien, c'est une sorte de galaxie, que je pourrais appeler la galaxie pure, extrêmement vaste, qui suppose de la part du directeur une sorte de capacité à mettre tout ça en musique pour que le concert soit harmonieux, si je puis dire. Si on file la métaphore, donc on peut dire que vous êtes le chef d'orchestre. Voilà, c'est la métaphore que j'utilise, oui. Le propre du chef d'orchestre, c'est qu'il ne sait jouer d'aucun instrument, mais il fait en sorte que tous les instruments, à la fin, constituent une symphonie harmonieuse. Et donc, on se demandait comment est-ce qu'on passe de professeur de philosophie, de l'art et d'esthétique à l'université de Rennes 2 à directeur de maison d'édition. Alors, la chose est très simple. J'ai pris la direction des Purs il y a 6 ans maintenant, après avoir été au comité éditorial des Purs pendant 25 ans, représentant de l'établissement principal de rattachement qui est Rennes 2. À l'intérieur du comité éditorial, j'ai pu voir comment fonctionnait une maison d'édition. Et puis à l'intérieur du comité, à l'intérieur des Purs, j'ai créé il y a 25 ans aussi une collection
d'ouvrages de philosophie de l'art qui s'appelle Esthética, que je co-dirige avec un collègue qui est à l'université de Lorraine. Je savais quand même comment fonctionnait une maison d'édition. Il faut s'intéresser au livre. Il faut considérer que le livre est un objet très important dans la vie culturelle d'un pays. Parce que c'est par le livre que passe le savoir, que passe la culture. Et puis, je m'appuie sur une équipe de professionnels. Je suis le seul enseignant-chercheur au PUR. J'en suis le directeur, mais je suis le seul professeur d'université au PUR. Mais je m'appuie sur des professionnels qui connaissent très bien leur métier. Vous voyez, c'est chacun des instrumentistes, pour filer la métaphore du concert ou de l'orchestre. J'ai des violonistes, j'ai des violoncellistes, j'ai des percussionnistes, j'ai des flûtistes, j'ai des oboïstes. Et ceux-là, ils savent très bien jouer. Et c'est à moi de battre la mesure pour que les choses soient harmonieuses à la fin des fins. C'est vrai que, par exemple, j'ai un directeur commercial qui est un grand professionnel de l'industrie du livre universitaire. Il est évident que je m'appuie sur lui pour tout ce qui est la question de la commercialisation et de la diffusion. Si je n'avais pas une spécialiste de l'administration et du budget, je ne saurais pas faire le budget des PUR, je ne saurais pas quel contrat faire signer à mes auteurs, aux co-éditeurs ou à d'autres maisons d'édition auxquelles on achète les droits de traduction ou auxquelles on vend les droits de traduction par ailleurs. Je ne sais pas mettre en page un livre, mais il y a des metteurs en page. Je ne sais pas faire une couverture, mais j'ai des graphistes. Voilà comment ça marche. Vous nous avez expliqué les différentes étapes de l'édition. Et si on revient à la première, donc celle des auteurs qui vous donnent des manuscrits, comment est-ce que vous travaillez avec ces auteurs? Est-ce que c'est plutôt eux qui viennent vers vous, qui vous proposent des manuscrits? Ou bien est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous venez les chercher? Alors, à 80%, 90%, les auteurs nous soumettent leur ouvrage. Pourquoi? Parce que éditer un livre dans les sciences humaines et sociales, c'est exister institutionnellement dans le paysage universitaire. C'est parce que vous avez une production de livres que vous avez une chance d'être élu maître de conférence ou professeur dans une université. C'est là votre production scientifique qui fait votre carrière et l'avancement de votre carrière. La plupart donc des manuscrits sont proposés par les auteurs. C'est des collègues qui sont déjà à l'université, c'est des docteurs qui viennent de soutenir et qui veulent publier leur thèse. C'est tout type de savants qui ont envie de faire en sorte que leur savoir soit publié pour être soumis à la critique, pour être soumis au débat public. Il y a quelques ouvrages où on va chercher les auteurs. Alors de deux types. Premièrement, les directeurs de collection ont pour fonction d'assurer à leur collection une identité scientifique, une ligne éditoriale. Mais un directeur de collection, ça doit aller chercher des bons auteurs. Donc on a des manuscrits qui viennent comme cela. Et puis, j'ai créé il y a 2-3 ans maintenant une collection de livres de poche, un petit livre de 128 pages sur des sujets intéressants de la culture contemporaine ou pas. Et là, c'est moi qui ai été chercher les auteurs pour leur proposer un livre, pour les aider à écrire le livre dans la perspective éditoriale de la collection et pour les amener le livre jusqu'à la librairie en passant par la constitution de la couverture, etc. On va dire que c'est 10 à 15% de la production qui vient d'auteurs qu'on a suscités, qu'on a invités. Les autres, on reçoit par an 400 manuscrits, on en publie la moitié. Maintenant, concernant l'organisation des PUR, des presses universitaires de Rennes, sur quoi repose votre modèle économique? Est-ce que vous percevez des subventions? Est-ce que vous faites des campagnes de financement, par exemple? Toutes les maisons universitaires scientifiques, qu'elles soient publiques ou privées, il y a à peu près 60 établissements publics, 50 à 60 éditions universitaires publiques en France. Mais il y a des maisons d'édition privées qui font des ouvrages scientifiques. Je pense à La Découverte, je pense au Seuil, même Gallimard en fait, et il y en a d'autres. Mais l'édition scientifique a ce site particulier qu'on ne vend jamais assez de livres pour équilibrer le budget d'un livre par ses seules ventes.
Le tirage moyen d'un livre au pur, c'est 400. Si vous en vendez 400 dans l'année, c'est déjà pas mal, mais ça ne permet pas d'équilibrer les ouvrages. Les éditeurs privés comme les éditeurs publics sont soumis à la même logique. Il y a un éditeur que je connais très bien, puisque je suis professeur de philosophie, c'est la librairie Joseph Vrin à Paris, place de la Sorbonne. C'est un très bon éditeur philosophique. Il est soumis à la même logique du marché du livre scientifique, comme nous. Et donc il a besoin, en plus de vendre des ouvrages, il a besoin d'aide à l'édition, de la part de l'argent public. Les éditeurs privés, ils ont droit aux aides à l'édition du CNL. Nous, on n'a pas le droit au CNL dans la mesure où nous sommes un éditeur public. Le CNL n'aide que les éditeurs privés. Mais on reçoit des universités partenaires, nous recevons des collectivités territoriales, des ministères, selon les différents types de sujets, selon l'intérêt effectivement que ces institutions ont pour la publication d'un ouvrage. On reçoit de l'aide à l'édition, sans laquelle l'équilibre budgétaire serait impossible. Voilà le modèle économique. Le modèle économique, ça consiste à, en gros, avoir 40% d'aide à l'édition, mais essayer de conquérir les 60 autres % sur le marché de la librairie. Les Purs sont l'un des très rares éditeurs universitaires publics à avoir une existence réelle dans la librairie. C'est la raison pour laquelle nous tenons à avoir un diffuseur qui s'appelle Géodif, qui est l'un des plus gros diffuseurs de livres en France, qui dépend du groupe Erol. Nous tenons à ce partenariat parce que c'est lui qui nous assure une présence en librairie et donc une vente en librairie. Alors évidemment, ça suppose de notre part une politique de communication qui est difficile à mettre en place, mais ça suppose une politique de communication et de diffusion un petit peu vive, essayer d'avoir des critiques dans les journaux, essayer d'avoir des auteurs invités dans les médias, dans la radio, France Culture ou France Inter. C'est ça qui fait exister un éditeur, c'est la présence de ses productions dans les médias, qui théoriquement sont là pour prescrire les bons livres. Rencontres en librairie, conférences, tables rondes, voilà toutes les occasions qui permettent de faire connaître les ouvrages et d'inciter le public à les acheter. Et justement, peut-être en lien avec cette communication, est-ce que vous avez connu des phases de développement ou à l'inverse des moments de difficulté ? Alors, le marché de la librairie en ce moment est déprimé. Il baisse. D'abord parce que tous les éditeurs vendent moins de livres qu'avant. Pourquoi ? Parce que les gens en achètent moins, ils en lisent moins, quel que soit le type de livre. La librairie, en ce moment, baisse. Alors, une maison d'édition universitaire est moins soumise que les autres aux modes. Nous, on ne fait jamais de très bonnes années. On ne fait jamais non plus de très mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'on a un lectorat à peu près stable. C'est le lectorat des bibliothèques, c'est le lectorat des professeurs, du supérieur ou du secondaire, des étudiants, et que ce lectorat, il ne bouge pas beaucoup, si vous voulez. Le problème qu'on a, c'est que comme on publie des ouvrages exigeants, on n'a pas d'ouvrages qui sont achetés en très grand nombre et qui payeraient les ouvrages qui n'auraient pas de succès. Faire jouer la logique de la péréquation, c'est très difficile pour un éditeur universitaire. C'est facile pour un éditeur comme Gallimard, pour un gros éditeur privé parisien, ou Le Seuil. Vous voyez, il vend 100 000 ou 200 000 exemplaires d'un roman ou d'un ouvrage à succès, et effectivement, ça lui permet de pouvoir, grâce aux gains obtenus, ça lui permet de faire des ouvrages beaucoup plus confidentiels. Nous, tous nos ouvrages sont confidentiels d'une certaine manière, à l'aune évidemment de ce que font les éditeurs parisiens privés comme ceux que je viens de dire, Gallimard, Le Seuil. Ça incite le directeur des Purs que je suis à faire une chose, c'est-à-dire à conserver la mission de service public, qui est la mission d'un éditeur universitaire scientifique, c'est-à-dire de publier la science. L'ensemble des SHS, 60 collections, vous voyez, ça permet d'ouvrir grand le spectre entier de toutes les sciences humaines et sociales. Ça, c'est le cœur du métier. Et c'est un métier très important, puisque ça fait partie du processus scientifique que de permettre aux savants de publier leurs ouvrages pour être soumis à la critique. La vérité dont je parlais tout à l'heure en commençant, ça passe par un critère qui est le critère qu'un philosophe
de langue allemande qui s'appelait Karl Popper, appelait le critère de falsifiabilité. C'est-à-dire pour qu'un discours soit vrai, il faut qu'il soit soumis à des efforts pour essayer de montrer qu'il est faux. Bon. Et si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il est vrai ou qu'il y a une grande chance qu'il le soit. Mais autour de ce noyau dur, qui est la mission d'un éditeur universitaire, je crois qu'il y a moyen d'assurer par cercle concentrique et en assurant une sorte de continuité, de continuum, des livres moins scientifiques, mais qui demeurent savants et qui soient lisibles par un homme ou une femme de bonne volonté. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, vous êtes dans mon bureau, vous voyez que à côté des collections scientifiques qui sont dans mon dos, vous avez ici, dans le vôtre, des beaux livres, ce qu'on appelle des beaux livres, des grands formats, avec des couvertures rigides, qui sont en quadrichromie, qui sont tout couleur donc, qui sont des ouvrages très sérieux, mais qui, grâce à l'image, grâce au format, grâce à la quadrichromie, sont des ouvrages plus séduisants qui nous font voir dans l'espace social de manière beaucoup plus vive. Et puis, une collection de poche, comme je vous l'ai dit, des ouvrages à 10 €, elle est là. Une collection d'atlas, des collections de manuels. Donc vous voyez bien, il y a autour de ce noyau de la mission principale, il y a autour une sorte de continuum de collections qui s'adressent aux couches les plus éloignées du savoir de la société. Et puis, le dernier instrument, c'est le livre numérique. Alors, le livre numérique, aujourd'hui, il ne remplace pas le livre papier. Dans la tête des gens, dans la tête de notre culture, un livre, c'est encore un bloc de papier de quelques dizaines, de quelques centaines de pages qu'on a en main et qu'on ouvre. Et que dans l'esprit de la culture française contemporaine, l'ouvrage numérique est toujours une excroissance de l'ouvrage papier qui en est le cœur, si vous voulez, le cœur battant. Mais on se rend compte que si l'on s'intéresse à la valeur de la transmission, à la valeur démocratique de l'instruction publique et du plus grand nombre, on se rend compte que entre le nombre de lecteurs d'un livre papier et le nombre de personnes qui ont consulté sur les plateformes les ouvrages numériques, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'un ouvrage, au mieux, un ouvrage savant, au mieux, il est vendu à 400 exemplaires dans la première année. Il y a quelques exceptions, il y a des ouvrages qu'on arrive à vendre au-delà des 400, 1000, 1500, 2000. Quand on voit le nombre de clics, c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc, l'ouvrage numérique est un instrument de rayonnement du savoir, de rayonnement du travail d'un éditeur, qui est extrêmement puissant. C'est la raison pour laquelle essayer de mettre, alors ça avait commencé avant moi, mais enfin j'ai essayé de mettre depuis que je suis à la direction le numérique en ordre de bataille. Et c'est vrai que nous sommes sans doute l'un des plus gros éditeurs, peut-être même le plus gros éditeur universitaire public en nombre d'ouvrages, en nombre de pages consultables sur Internet. Sur les plateformes, la plateforme principale pour nous c'est Open Edition Books. Merci pour tout. On va passer sur une nouvelle série de questions sur la démarche un petit peu à l'intérieur de votre maison d'édition. Quelle place occupe la Bretagne ou des sujets s'y approchant dans votre ligne éditoriale ? Qu'est-ce que ça représente en termes de proportion d'édition ? La question de la Bretagne pour les purs est une question très importante, pas seulement en nombre d'ouvrages. Mais nous sommes un éditeur national, voire international. Mais nous sommes en Bretagne, nous sommes enracinés à Rennes. Il faut prendre les choses sous deux aspects. D'abord, c'est un problème dans l'édition d'être un éditeur en province. Presse universitaire de Rennes, pure, ça fait que les purs sont attachés à Rennes. Et les gens vont vite penser que nous sommes un éditeur de province, alors même que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous sommes un éditeur national, voire même international. Et donc, un éditeur en province doit lutter contre la concurrence des éditeurs parisiens. Parce que le parisianisme, le centralisme parisien en France est une tradition qui a plusieurs siècles. Et de cette tradition, on ne se libère pas comme cela. Donc effectivement, le travail des purs consiste en grande partie à essayer de se montrer dans un univers éditorial où les éditeurs parisiens partent avec de l'avance. Quand un collègue a le choix entre publier un livre chez un éditeur parisien et un éditeur de province, il va chez l'éditeur parisien. Dans le même temps, cet attachement à la Bretagne fait que, effectivement, nous avons beaucoup de livres sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur la sociologie
bretonne. Et nous avons un ensemble de partenariats très importants avec la région Bretagne, avec Rennes Métropole, avec des associations, avec des sociétés savantes comme la Société historique et archéologique de Bretagne, la CHAB. Nous avons une collection dirigée par Dastum, en collaboration avec Dastum, qui est une association de plusieurs milliers de membres qui s'attachent au patrimoine oral de la Bretagne. Vous voyez, nous avons un attachement à la province bretonne, à la fois dans les collaborations, mais aussi dans les objets de nos ouvrages. La plupart de nos ventes, les meilleures, sont des ventes qui sont attachées à l'identité de la Bretagne. Donc vous voyez bien, la relation des Purs à la Bretagne est une relation consubstantielle, substantielle. Nous sommes en Bretagne. C'est à la fois un très gros avantage, il ne faut pas renier son attachement provincial. Simplement, il faut faire comprendre que nous ne sommes pas un éditeur provincial, mais un éditeur national installé en province. Vous nous avez parlé d'ouvrages sur la Bretagne qui se sont beaucoup vendus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Je crois qu'un des plus gros succès, ça a été La Bretagne des photographes, qui a été édité il y a une quinzaine d'années. Au moment où l'ouvrage est paru, il y a eu un reportage au Trésor de TF1 qui en a fait la promotion, la présentation. Et le livre s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires en quelques jours. Il a fallu le réimprimer, ce qui est extrêmement rare. Il y a d'autres ouvrages sur la Bretagne qui ont un certain succès. Et vous comprenez pourquoi. Vous voyez, là, je viens de publier, sous la direction de Pascal Horry de l'Académie française, l'Encyclopédie de la Haute-Bretagne. L'ouvrage est un ouvrage collectif dirigé par Pascal Horry. C'est le premier ouvrage sur la Haute-Bretagne, sur le pays gallo. Et j'ai bien l'intention d'en vendre beaucoup. En Bretagne, évidemment, mais au-delà, si possible. De toute façon, il faut faire des beaux livres. Même quand c'est des ouvrages qui sont du papier et de l'encre, il faut faire des beaux livres du point de vue de la couverture, du point de vue de l'élégance de la mise en page, du point de vue de sa clarté. C'est indispensable. Et effectivement, il y a pas mal de maisons d'édition publiques en France qui font des livres qui ne sont pas de beaux livres au sens où c'est des livres très sommaires. Nous attachons une grande importance à la qualité de nos livres, à la qualité matérielle de nos livres. Mais au-delà de cela, il faut faire des beaux livres, au sens ordinaire du terme, au sens de la librairie, c'est-à-dire des ouvrages très illustrés, grand format, tout couleur, parce que c'est eux qui assurent une sorte de séduction dans le public, même si évidemment c'est des ouvrages plus chers que les autres. Mais c'est indispensable de faire de beaux livres, quel que soit le type de livre qu'on fasse. Très bien. Et pour finir, on voudrait savoir quel rôle est-ce que vous estimez avoir en tant que maison d'édition quant à la transmission du patrimoine culturel breton ? Je n'ai pas fait le compte des ouvrages qui portent sur la Bretagne, sur le patrimoine breton, mais il y en a plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines. Nous avons publié il y a 2 ans un livre sur Carnac, sur les menhirs de Carnac. C'est un gros livre, grand format. C'est sûrement le livre sur Carnac, si vous voulez. Le plus complet, le plus sérieux. Donc il est évident qu'un éditeur, un gros éditeur comme les Purs, a une fonction patrimoniale très importante. L'idéal, c'est que les Purs fassent partie à la fin du patrimoine. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est moi qui vous remercie. C'était la dernière enquête du patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Pour suivre les futurs projets de Rubriken Easter Braze, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sites internet.